Dans les années 80-90, il n'était pas rare de voir des enfants mélanger les histoires des films, des OVA et celles de la série animée ou du manga. Et cela a continué encore jusque dans les années 2000, malgré l'avènement d'Internet. Mais aujourd'hui, avec toutes les informations accessibles à portée de main, il est désormais admis par les fans qu'il existe une différence entre le contenu du manga, créé par l'auteur original, et le contenu des animés, créé par le studio d'animation. Et là où certains auteurs comme Masami Kurumada avec Senseiya étaient fréquemment inspirés par l'adaptation animée de leur manga, avec Akira Toriyama c'est plus délicat. Il considère volontiers l'existence de cette adaptation animée, et on est même ravi, mais il ne la considère pas dans son récit pour autant. En tout cas, dans la plupart des cas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec... 7 preuves que Toriyama ne considère pas l'anime. Salut les Saiyans, bienvenue sur DB Times. Commençons par le commencement avec l'arrivée de Goku sur Terre. Ceux qui ont bonne mémoire se souviendront que ce passage est inexistant dans l'œuvre originale. On voit Raditz se souvenir de son petit frère Goku quand il était bébé, et on a Kame Sennin qui explique comment grand-père Sangohan a recueilli l'enfant, mais ça s'arrête là. Toriyama Sensei n'avait pas encore représenté cette arrivée sur Terre quand Toei Animation, le studio en charge d'adapter le manga en animé, se chargea de le faire avec l'épisode 2 de Dragon Ball Z en 1989. Depuis, l'immense majorité des fans a intégré que c'était comme ça que ça s'était passé. Goku est arrivé bébé à bord d'un pod spatial, fuyant la planète Vegeta, afin de décimer la population de la Terre, comme annoncé par Raditz. Le bébé avait un caractère belliqueux, mais après une violente chute, il s'est cogné la tête et a tout oublié de son passé et de son caractère Saiyan. Cette histoire, vous avez dû la voir de nombreuses fois et la repenser des dizaines ou des centaines de fois. Pourtant, ce n'est pas la version de Toriyama. En 2014, au sein d'un chapitre bonus qui conclut son manga Jaco the Galactic Patrolman, Akira Toriyama nous livre sa version des faits. Une version en totale opposition avec la version de la série Dragon Ball Z. Dans ce chapitre intitulé Dragon Ball Minus, le petit Kakaroto, vrai nom de Goku, est déposé par ses parents dans un pod spatial pour fuir la planète Vegeta, menacée par la présence de Frieza sur son orbite. Initialement, Kakaroto n'est donc pas envoyé sur Terre pour éradiquer ses habitants, mais Bardock et Guinée choisissent toutefois cette planète, car elle possède une lune. Autre différence, l'enfant a 3 ans quand il part de la planète Vegeta et n'a donc rien à voir avec le nouveau-né qu'on peut voir dans DBZ. De plus, bien que sauvage, il ne semble pas être un mauvais bougre. Le coup sur la tête lui aurait donc seulement fait perdre la mémoire. Le premier TV Special Dragon Ball Z avait aussi plus longuement explicité le départ de Kakaroto de la planète Vegeta, mais comme on va le voir avec le point suivant, Toriyama ne l'a pas pris en considération. L'histoire de Bardock. Le Bardock du TV Special de l'anime DBZ et celui de Toriyama qu'on a vu avec Dragon Ball Minus et Dragon Ball Super Broly sont différents. L'un aime ses enfants tandis que l'autre n'en a que faire. L'un a des sentiments depuis qu'il est avec sa femme Guinée tandis que l'autre s'en découvre seulement sur la fin. L'un a la capacité de voir l'avenir, l'autre non, etc. Avec ce second point, on se rend compte que malgré le rayonnement de l'anime, l'auteur du manga n'en a que faire des scénarios qu'il n'a pas lui-même écrits. Alors naturellement, le titre de la vidéo est à nuancer, il est arrivé plusieurs fois à Toriyama Sensei de prendre en considération les apports et ajouts de l'anime, c'était le cas de Bardock justement, qu'il a co-créé avec Katsuyoshi Nakatsuru, le character designer du TV Special qui lui est dédié, et Takao Koyama, le scénariste. Après le visionnage du TV Special, il fut si enthousiasmé par son contenu qu'il ajouta à son manga la scène finale de Bardock et sa mort contre Frieza, qu'on retrouve au sein du chapitre 307. Le cas de Bulma et Trunks avec leurs couleurs de cheveux qui ont changé sur ses character design est aussi sûrement dû à l'influence de l'anime, puisque dans l'œuvre originale, ces deux-là ont majoritairement des cheveux violets. Cependant, au global, Toriyama Sensei crée sa propre voix, et ce n'est pas pour rien qu'on parle de Gensaku, donc d'œuvre originale, et d'anime original, anime original au Japon. On fait bien la différence entre ce qu'a directement créé l'auteur du manga et les créations réalisées pour l'anime. Et pour le cas de Bardock, son aventure est si différente, qu'il s'agisse du manga ou de l'anime, qu'on a décidé d'y consacrer une vidéo entière. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour voir, point par point, tout ce qui diffère entre ces différentes dépictions du personnage. Dragon Ball GT. Malgré le fait qu'il a réalisé lui-même les character design des personnages du début de la série et plusieurs illustrations pour la promotion de DBGT, en plus de la conception du logo, Toriyama Sensei n'a pas du tout considéré Dragon Ball GT au moment de la naissance de Dragon Ball Super. Goku n'a aucune forme divine dans GT, Beerus et Whis n'existent pas,
Gohan a perdu sa capacité à libérer son potentiel latent, Kibito Shin n'existe plus, puisque Shin et Kibito se sont séparés à l'aide des Dragon Ball Namek, autant de choses qui font que DBGT ne peut pas se placer dans la continuité de Dragon Ball Super. De la même manière qu'il concevait de nombreux chara-design et modèles pour les films dans les années 90, Dragon Ball GT est resté cantonné au rang d'anime original, et n'a jamais pu être considéré davantage par l'auteur. Puisqu'après tout, ce n'est pas une série née de sa plume, mais bien une idée du studio Toei Animation. N'en déplaise à ceux qui voudraient que la série soit canon, un terme que les japonais n'utilisent de toute façon pas, Dragon Ball GT ne fait pas partie de la chronologie de l'œuvre originale Dragon Ball. Cela n'empêche bien sûr pas qui le veut de considérer ou non la série. Au final, les produits dérivés la considèrent largement, et un peu comme les films des années 80-90, qui n'étaient pas scénarisés par Toriyama, Dragon Ball GT existe officiellement, mais sûrement dans un monde parallèle à celui de l'histoire de l'auteur. La mort des méchants. Les méchants, les vilains, bref, les enflures de service si vous préférez, n'ont clairement pas le même destin qu'il s'agisse de l'œuvre originale ou de l'anime. Tout d'abord, dans l'anime, il existe plusieurs dépictions différentes qui pourraient même se contredire. La première fois qu'on découvre l'enfer, ou en tout cas un de ses quartiers, c'est dans l'épisode 12 de Dragon Ball Z, même pas dans le manga. Et à ce moment-là, il nous indiquait que les morts, qu'ils soient bons ou mauvais, ne peuvent conserver leur corps et se retrouvent donc tous sous forme intangible, tels des feux follets symbolisant l'âme du défunt. Et ces feux follets, on en voit plusieurs en enfer, un signe qu'ils occupent bien l'endroit après leur mort. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le grand roi Enma, juge des morts, en envoie certains en ce lieu très symbolique pour de nombreuses cultures. Plus tard, dans le mini-arc du tournoi de l'autre monde, Anno Yoichi Budokai, on retrouve d'anciens ennemis comme Cell ou Frieza qui sèment la pagaille en enfer avec leur corps. Mais what the fuck? D'ordinaire, le manga et l'anime le mentionnent bien, seuls quelques élus peuvent conserver leur corps même une fois morts. Ils obtiennent alors une permission spéciale du grand roi Enma qui leur permet de continuer de s'entraîner même dans l'au-delà. C'était le cas par exemple de Goku qui avait pu se rendre chez Kaio, ou encore de Piccolo, Yamcha et les autres durant l'arc Namek. Mais en aucun cas, Cell ou Frieza n'auraient dû conserver leur corps. La logique aurait voulu qu'ils se retrouvent sous forme intangible, demeurant ainsi inoffensifs. Un peu plus tard, Piccolo explique d'ailleurs à Vegeta que comme il a tué trop d'innocents, à sa mort il se dématérialisera et son âme sera transportée dans un monde différent de celui où se trouve Goku. Autrement dit, il sera sûrement envoyé en enfer. Et là seulement, son âme sera purifiée, ses souvenirs effacés, et il sera réincarné. C'est dans le chapitre 467, avant que Vegeta ne se sacrifie contre Majin Buu. Tous ces mots trouvent leur sens avec le film Dragon Ball Z La Résurrection de la Fusion, Goku et Vegeta, sorti en mars 1995, soit 11 mois après la sortie du chapitre précédemment évoqué. Dans ce long métrage d'animation dans lequel l'intrigue prend place dans l'autre monde, pour une bonne moitié, on découvre le fonctionnement de la purification des âmes envoyées en enfer. En réalité, avant même d'atteindre l'enfer, où elles pourront sûrement se faire des petites randonnées dans la montagne d'épines, les âmes des défunts passent par le dispositif à laver les esprits, Spirits Laundering Sochi. Une énorme machine à bac rechargeable qui purifie les âmes souillées des arrivants et leur permet d'oublier tout souvenir, puis d'en ressortir tout propre, purifié. C'est littéralement ce qu'a décrit Piccolo, qui nous est dépeint ici. Cependant, c'est encore une fois contredit avec la fin de l'arc Majin Buu en animé qui montre les principaux ennemis de Goku tout au long de la série, tranquillement en train de regarder la bataille finale dans une énorme boule de cristal en enfer. La série a donc une logique interne différente du manga, et les films diffèrent aussi de la série animée, ça devient compliqué. Et comme pour en rajouter une couche, Toriyama Sensei a décidé en 2015 qu'exceptionnellement, Frieza aurait droit à un traitement spécial après sa mort. Il conserverait son corps pour être tourmenté dans un enfer différent, semblable aux Champs-Élysées de la mythologie grecque et romaine. Au final, dans le scénario de Toriyama, Frieza n'a jamais assisté au combat de Goku et des siens depuis l'autre monde, puisqu'il apprend ce qui s'est passé via Sorbet à sa résurrection, et contrairement aux autres vilains, son âme n'a pas été purifiée. Il a bien conservé son corps, mais certainement pas pour jouir de la liberté, bien au contraire. Les intrigues des fillers. Au cours de ses plus de 10 années de publication avec Dragon Ball, Toriyama Sensei s'est tout de même permis d'aider le staff de l'anime à plusieurs reprises. On l'a vu tout à l'heure avec la création de Bardock, mais c'est aussi arrivé pour la création de personnages jamais aperçus dans le manga. C'est le cas d'Etsufur, de Paikuhan, de Gregory ou encore du Grand Kaio. Et bien que ces personnages furent créés par Toriyama, tout spécialement pour être implémentés dans la série animée, ils n'en demeurent pas moins propres à l'anime et sont donc considérés comme des anime original characters dans les guidebooks. Et ce n'est pas pour rien, puisqu'ils n'apparaissent pas dans l'œuvre originale.
Autant on pourrait facilement débattre du cas du Grand Kaio qui doit forcément exister, puisqu'il y a bien le Kaio du Sud qui apparaît dans le manga, et que Goku et Kaio se trouvent justement sur la planète du Grand Kaio dans le chapitre 428. Mais pour ce qui est de Gregory ou de Paikuran, ils n'apparaissent pas et aucune mention d'eux n'est faite. De plus, aucun indice dans l'œuvre originale permettrait d'attester de leur existence dans le récit. Preuve encore une fois que malgré son implication ponctuelle avec l'anime, Toriyama Sensei ne considérait presque jamais les scénarios de la série, quand bien même il y participait en donnant des idées ou en créant des personnages. L'anime, c'est l'anime, et le manga, c'est le manga. Voilà comment tout est bien séparé. Les Saiyans ne peuvent survivre dans l'espace. Les Saiyans ne peuvent survivre dans l'espace, je pense que n'importe quel fan de Dragon Ball sait ça, c'est dit par Frieza dans les chapitres 319 et 327. Toriyama Sensei s'est servi de ça pour rajouter de l'enjeu à 2 reprises et renverser l'avantage du Super Saiyan Goku qui faisait face à un Frieza qui paraissait déjà vaincu. On réalise alors que tout comme les humains de la Terre, les Saiyans sont sans doute incapables de respirer dans le vide spatial et seraient donc condamnés à mourir en cas de destruction de la planète. Alors c'est génial, mais l'anime avait déjà fait sa propre interprétation des Saiyans dans l'espace avant ça, avec l'épisode 11 de DBZ où Vegeta et Nappa sortent dans le vide spatial pour exploser la planète Arlia. Ou encore dans le TV Special de Bardock justement, où ce même Bardock s'oppose à Frieza et ses hommes en orbite autour de la planète Vegeta. Clairement, avec ces phrases prononcées par Frieza et rappelées plusieurs fois dans Dragon Ball et Dragon Ball Super, on comprend que Toriyama Sensei n'avait que faire des rajouts de l'anime, et que pour lui cette règle était établie, et ne devait donc pas bouger. En tout cas jusqu'à Battle of Gods, l'arc dans lequel Beerus se réveille et affronte Goku Super Saiyan God en orbite autour de la Terre. Bon là il y a un souci, car qu'il s'agisse du film co-scénarisé par Toriyama ou de la série animée, on obtient le même résultat. Goku se retrouve sous sa forme normale en train de voler au-dessus de la Terre. Pour expliquer l'inexplicable, que ce soit avec Bardock, ici ou là, ou bien avec Goku, nous les fans on a trouvé une explication. Il devait forcément se trouver dans la stratosphère, là où peut-être, éventuellement, il pourrait respirer, et non pas directement dans le vide spatial. Le créateur des humains artificiels. Puisque l'anime faisait son petit bout de chemin de son côté, avec parfois l'aide de Toriyama Sensei sur certaines idées et parfois pas, il est arrivé que Toei Animation se prenne les pieds dans le tapis, ou que toute une construction intéressante se retrouve à jeter à la poubelle après l'intervention du maître. C'est en partie le cas de ce dernier point qu'on va aborder, la création des humains artificiels Jinzo Ningen en japonais. Si pour tout le monde il est admis qu'ils ont tous été créés par le Dr Gero, qu'il s'agisse d'androïdes, de cyborgs, de bionoïdes ou que sais-je encore, pas mal de monde a oublié ce scientifique, le Docteur Frappé. Et je vais te frapper. Un personnage créé pour l'épisode 42 de Dragon Ball, dans lequel on nous dévoile le créateur de l'humain artificiel numéro 8, rebaptisé Hachan par le petit Goku. Comme Toriyama Sensei n'avait pas représenté le créateur de numéro 8 dans le manga, Toei avait pris quelques libertés en le dépeignant comme un vieux scientifique isolé dans la montagne, non loin de la Muscle Tower, qui sert de quartier et de tour de contrôle au Red Ribbon. Dépiction pas si éloignée de ce qu'en fera Toriyama. Cependant, 4 ans plus tard, en juillet 1991, Toriyama Sensei créera le Dr Gero, terrible scientifique à la solde de l'armée du Red Ribbon et créateur de nombreux humains artificiels, dont les derniers modèles ont pour mission de tuer Son Goku qui a défait l'armée. Avec ce scénario, Toriyama ne se doutait peut-être pas qu'il venait d'enterrer le Docteur Frappé sous une épaisse couche de neige. D'autant que la page cover du chapitre 367 explicite bien le fait que le Dr Gero est le créateur de tous les humains artificiels. Du numéro 1 qu'on n'a jamais vu jusqu'à numéro 20 et celle en passant par le numéro 8 qu'on connaît. Histoire de mettre un peu la poussière sous le tapis et de justifier tout ça, le guidebook Dragon Ball Daisenshu 7 expliquera que le Docteur Frappé a sûrement aidé le Dr Gero sur la conception de numéro 8. Dans l'anime, pourquoi pas. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le Super Saiyan pouce bleu pour faire augmenter sa force de combat. Et à très vite sur DB Times pour de nouvelles vidéos d'information sur Dragon Ball. Matane.